Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce premier webinaire de la société Steps Ortho, webinaire qu'on décline pour le nouveau clou fibulaire qu'on commercialise depuis quelques mois sur la France et dont on a décidé de faire un webinaire pour vous expliquer un peu le fonctionnement de ce produit et les intérêts. Donc, pour cela, le docteur Ronnie Lopez va nous présenter ce produit, l'intérêt qu'il y voit, la technique opératoire, les trucs et astuces. Le docteur Ronnie Lopez est utilisateur depuis quelques mois et il trouve des avantages dans sa prise en charge des fractures malléolaires. Ronnie, je te laisse la parole. Ouais, bonsoir à tous. C'est un plaisir de commencer l'aventure avec Sterps et puis de vous parler de ce clou, effectivement, qui vient d'arriver en France et que j'ai eu la chance d'utiliser depuis le début. Et quand on a discuté avec Greg des intérêts, tout ça, Greg m'a dit ce serait intéressant de faire quelque chose là-dessus. Donc voilà, je vais vous partager ce que j'en pense, un petit peu de littérature évidemment, et puis quelques trucs et astuces. L'objectif, c'est surtout d'en discuter. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Donc je Oui. partage mon écran? Ouais, s'il te plaît. Pour les questions, il y a en bas le petit icône questions-réponses QR. Posez-les dedans je les poserai en direct et Ronnie pourra y répondre. Allez, go. Hop, hop. C'est tout bon. Tu me dis si ça passe. C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, on y va. Donc, Ah non, hop, ça a sauté. là, c'est bon? C'est bon. Donc, pour ceux que je connais pas, je travaille à Lyon, au centre orthopédique Santi. Je fais exclusivement de la chirurgie du pied et de la cheville aujourd'hui. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Évidemment, on est en plein dedans ce soir, mais c'est pas très grave, ça ne m'empêchera pas d'être très objectif et de répondre à vos questions, si vous en avez besoin. Alors, le vif du sujet, c'est ça concerne qui et ça concerne quoi? Là, vous voyez, je vous ai remis des études un peu épidémiologiques qui montrent un peu la fréquence des fractures bimalléolaires à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Corée, que ce soit en Suède, que ce soit au Danemark. On sait que les Scandinaves sont des grands, grands fans des registres, puisque en fait, pour être payés, les chirurgiens là-bas doivent enregistrer toutes les interventions qu'ils font. Et donc forcément, ça permet de tenir à jour des registres importants. Et globalement, il faut retenir un peu ce chiffre. Vous voyez, c'est 160 pour 100 000 habitants. Alors, ça veut dire quoi, 160 pour 100 000 habitants? Grosso modo, c'est la troisième fracture la plus fréquente du corps humain, après les fractures d'extrémité supérieure du fémur et les fractures d'extrémité inférieure du radius. Tout ça pour dire que c'est très fréquent, avec un pic de population autour de 60 ans chez la femme, puisque 2 tiers de ces fractures sont des femmes. Alors, ce qui m'a interpellé quand on en a discuté au début avec Greg, Grégory m'a dit: écoute, tu sais, on rencontre pas un vif succès sur le sur le terrain et on voit beaucoup de gens qui comprennent pas l'intérêt, qui voient pas». Alors moi, ça me crève les yeux, mais peut-être que je me trompe et peut-être, comme souvent, la vérité est un peu au milieu. Mais vous voyez, je vous ai mis 2 exemples, cette fracture à gauche, du fémur et cette fracture à droite du tibia. Aujourd'hui, je ne pense pas prendre beaucoup de risques et m'avancer, dangereusement en disant qu'il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui s'aventureraient sur des fractures des os longs à aller mettre une plaque, chez ces patients. Et évidemment, tout le monde pencherait pour l'enclouage centromédulaire. Alors, finalement, quelle est la différence quand on traite un autre os long au niveau du membre inférieur, qui est un membre portant? Certes, il prend moins de contraintes, mais quelle est la cause pour laquelle on irait mettre une plaque sur cette fracture du côté droit? Donc,
Moi, ça m'a semblé assez évident. Vous allez voir que je ne suis pas le seul à qui ça semble évident, mais visiblement, les retours terrain, des premiers et contacts pris, en France, étaient pas ceux-ci. Donc, on va essayer de partager un peu l'expérience. Donc, je vous propose de suivre le plan suivant. On va voir un petit peu l'histoire du clou, ce que c'est qu'un clou. Je vous ferai un peu, anatomie et biomécanique. Vous allez voir, c'est très simple, c'est pour répondre à des questions simples, à savoir: est-ce que c'est dangereux de mettre un clou? Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce qu'on peut en mettre tout le temps? Est-ce que c'est assez gros? Est-ce qu'on n'abîme pas les ligaments? Voilà les questions assez récurrentes. On verra ensuite, les indications, pourquoi on mettrait des clous, c'est quoi l'intérêt et à qui on mettrait des clous ou à qui il ne faut pas mettre de clous. Et enfin, on finira par, justement les modalités techniques et surtout les trucs et astuces. Alors le clou, vous avez, si ça vous intéresse, que ça vous passionne, vous avez un article de 2019 qui est assez intéressant du Foot and Ankle, qui a repris, toute l'histoire du clou. Alors c'est pas un hasard si ça a été fait par des Allemands. Les Allemands sont bien plus en avance que nous là-dessus, ce sont voilà, c'est du côté germanique, l'ostéosynthèse, c'est sacré. C'est-à-dire que chez nous, la traumatologie est une sous-spécialité, ce qui est loin d'être le cas dans beaucoup de pays et notamment en Allemagne où c'est une véritable hyper spécialité à part entière de l'orthopédie et qui n'est pas du tout le parent pauvre de l'orthopédie. Alors, elle retrace un peu l'histoire du clou. L'histoire du clou, ça commence en 72. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier. Ça fait plus de 50 ans qu'on met des clous dans les fibulas. Euh, on avait juste une note technique à l'époque et vous voyez, ça vient déjà d'Allemagne. Il a fallu attendre après, une grosse quinzaine d'années pour voir arriver les premières séries cliniques avec, ces clous de première génération. Ces clous de première génération, je vais vous expliquer un peu, on appelait ça le clou Ineos, c'était les Américains qui ont sorti ça à la fin des années 80. Mais je la fais court évidemment, il a fallu attendre vraiment la sortie de ce clou Acumed, pour mettre le pied à l'étrier à l'enclouage centromédulaire, fibulaire et ça date de 2003 et à partir de là, l'histoire était en marche et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Notamment, les premières séries cliniques de ces clous de troisième génération avec, un JBJS en 2012 qui avait fait grand bruit, 105 patients, 6 ans de recul moyen, 64 ans, d'âge moyen, 93 de ces clous avaient été mis sans aucune complication. On est loin, on va le revoir après, des taux de complications dans les fractures fibulaires et 0 de pseudarthrose. Ça validait un petit peu l'utilisation du clou centromédulaire. Alors, je vous disais, c'est des clous qui ont beaucoup évolué avec le temps, à l'image des enclouages centromédulaires des autres régions, que ce soit la jambe, le fémur. Les clous de première génération, c'était des clous non verrouillables. Donc en gros, vous alliez mettre quelque chose de centromédulaire. Souvent d'ailleurs, c'était pas du tout rond, c'était plutôt quadrangulaire à la coupe, ce qui permettait une certaine, avec le press-fit, une certaine tenue primaire de l'implant qui évitait la rotation et qui permettait, avec un diamètre décroissant dans la fibula, de venir rentrer dans la fibula tout en la stabilisant. Ça, c'était vraiment les premiers clous, justement les clous Ignio là, des années 80. Ensuite est arrivé les clous des deuxième génération avec des clous de type vis, c'est-à-dire qu'en gros, vous aviez un clou avec au bout un pas de vis. FH avait développé un modèle comme celui-ci, c'était l'Epiphysia là, donc ça n'a pas eu un grand, grand succès et puis il y a eu les clous de troisième génération qui sont dits des clous verrouillés. Alors c'était un verrouillage distal, hein, vous verrez qu'on pourra en rediscuter, mais l'idée c'était d'empêcher le trouble rotatoire, par une vis, et c'est de là que se sont développés, tous les clous les plus récents. Et donc celui-ci qui a quand même beaucoup, beaucoup participé à l'évolution et à l'utilisation, de l'enclouage centromédulaire fibulaire. Le clou, qui est utilisé aujourd'hui, et qui est, heu, redistribué par la société STEPS,
Eh bien, c'est le clou Vitussi, qui est un clou allemand, hein, qui fait partie de ces clous de troisième génération, qui répond à l'ensemble du cahier des charges, avec, une insertion mini-invasive, avec une angulation optimisée, sur, les études anatomiques, avec la possibilité d'un verrouillage, syndesmotique et une rondelle modulaire qui se met sur les vis antéro-postérieures pour venir se plaquer, au maximum sur la fibula et notamment la malléole fibulaire. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur l'histoire des clous. Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est pas récent le clou, hein. Ensuite, l'anatomie. Alors ça, c'est des questions qui ont été remontées du terrain justement quand les commerciaux ont été proposés ce clou. C'est oui, mais finalement, on va abîmer les ligaments. Les deux remarques les plus fréquentes, c'était ça. On va abîmer les ligaments ou le clou, il est trop gros, ça rentre pas dans la fibula. Alors, je vais essayer de vous détendre avec les considérations anatomiques. C'est des choses qui ont été extrêmement bien, évaluées. Les ligaments dans la cheville, c'est c'est un peu mon dada. On sait où ça se situe et vous allez voir, on a des études anatomiques extrêmement précises qui délimitent des safe zones quand on introduit justement du matériel dans, une fibula. Alors, il y a ces travaux de Mickey Dalmau qui sont extrêmement connus. Ces travaux de Mickey Dalmau, eh bien, vous allez voir, on perçoit extrêmement bien où, s'insèrent les ligaments. Dans un premier temps, en fait, vous avez cette vue latérale qui montre bien la continuité du faisceau antérieur, faisceau moyen et faisceau postérieur, et puis cette vue médiale qui montre bien cette continuité en forme d'une espèce de Y. Quand on s'intéresse un peu plus à l'extrémité inférieure, vous allez me dire: «Bah ouais, mais les ligaments, ils sont en plein dessus». Bah, pas tant que ça. Regardez, quand vous regardez par derrière, je ne sais pas si on peut voir ma souris, mais finalement, quand vous avez la pointe de la fibula qui se situe ici, vous voyez que les ligaments, ils viennent s'insérer dans la fossette malléolaire. Ce qu'on a l'impression d'ailleurs quand on est par vue antérieure, on a l'impression que cette zone est la pointe de la malléole, mais en fait les ligaments, ils s'insèrent beaucoup plus haut que la pointe de la malléole et beaucoup plus en dedans. Donc vous voyez, quand on regarde de près, eh bien, ça a été décrit, hein, c'est ce qu'on appelle la fossette malléolaire latérale, c'est la zone d'insertion de vos ligaments. Elle ne correspond pas à la pointe de la malléole externe. Donc l'erreur finalement, ce serait de dire: «Bah, pour pouvoir mettre mon clou droit, eh bien, je vais rentrer un peu plus en dedans», comme on pourrait le faire dans un clou gamma ou des choses comme ça. Non, on va pas faire ça dans une malléole externe et c'est pas pour rien que les clous ont une angulation. Ça a été réfléchi, par les concepteurs, je pense, pour laisser les ligaments indemnes. Alors ensuite, la question c'était, bah, c'est trop gros, ça va pas rentrer dans la fibula. Là aussi, vous allez voir des études anatomiques, il y en a. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces questions, visiblement, on n'a pas été les seuls en France à se les poser parce que les études anatomiques sont plutôt récentes. Vous voyez 2018, 20 cadavres et puis on a regardé, on a coupé, à 6, 7 et 8 centimètres de la pointe de la fibula et on a regardé quelle était les diamètres de la fibula et c'est sur cette étude de 2018, pardon, eh bien, on voyait des diamètres allant de 4 à 4,9 millimètres et les auteurs préconisaient un implant, de longueur variable, mais un implant de diamètre 4,5 à 5 millimètres, ce qui me semblait un peu beaucoup, mais c'était la préconisation dans l'étude. Une autre étude, 1 an plus tard, sur 97 scanners, bien montré qu'il y avait évidemment, comme on le sait tous, beaucoup de variabilité anatomique dans la fibula, avec des formes un peu ovoïdes ou des formes un peu irrégulières, et un diamètre moyen à 10 centimètres de la pointe de la malléole qui était de 3,2 millimètres. Autre étude, probablement la plus intéressante, la plus poussée, vous voyez très récente, ce sont des Brésiliens qui avaient fait ça. Ils ont regardé, ils ont analysé 150 scanners et ils ont analysé à la fois les corticales et à la fois le canal médulaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le canal médulaire, évidemment. Et surtout, ils ont montré que l'isthme le plus serré de la malléole, de la fibula, pardon, se situait à environ 6 centimètres de sa pointe et la variabilité allait de 1,8 à 16,2 millimètres. Vous allez me dire: «Bah, comment on fait pour passer un clou dans 1,8 millimètres?»
Alors c'est le principe de l'écart type, hein, c'est pas la médiane. Pour ceux qui font des statistiques, c'est pas du tout pareil. Le minimum, si vous en avez un qui fait 1,8 sur une série de 150, ça va pas vous embêter beaucoup. Donc, en fait, ce qu'il fallait retenir de cette étude, c'est que plus de 83 des patients avaient un canal centromédulaire de plus de 3,5 millimètres. Donc, les auteurs, de façon relativement intéressante, avaient un algorithme en disant: ben voilà, c'est simple, il faut faire des scanners et puis, bah, au scanner, vous allez mesurer si vous avez un diamètre inférieur à 2,6, bah, vous mettez, une plaque et si vous avez un diamètre, supérieur à 2,6, bah, vous allez toujours réussir à mettre un clou de 3 millimètres. Voilà. Donc c'était je trouvais plutôt intéressant et la moralité de cette histoire, c'est que, bah, si on a un doute, il faut faire un scanner. Autre chose, c'est, bah, il y a plein de structures autour de la pointe de la malléole. Il y a les ligaments, on l'a vu, il y a la possibilité de rentrer dans le fût, centromédulaire et puis il y a est-ce qu'on va abîmer, comme dans toutes les techniques percutanées, est-ce qu'on va abîmer les autres structures? Et notamment le nerf de devant qui est le nerf fibulaire superficiel avec sa branche de division cutanée dorsale intermédiaire et puis le nerf sural et les tendons qui passent juste en dessous qui sont, le péronéus brevis et le péronéus longus. Alors, ils ont fait 10 cadavres, c'est pas beaucoup, mais ça a le mérite d'exister. Ils ont regardé ils ont classé le risque en fonction de la distance entre le matériel et la structure anatomique. Le risque était classé élevé entre 0,5 mm, modéré de 5 à 10 mm et faible quand il était à plus d'un centimètre. Qu'est-ce qu'on peut regarder si, les résultats disent quoi? En gros, bah, ce qui paraît pas illogique, hein, vu qu'on passe par la pointe de la malléole et que les tendons fibulaires sont juste à côté, eh bien, le risque était élevé pour, le péronéus brevis et de façon un peu plus surprenante, j'aurais pas dit ça, pour le nerf fibulaire superficiel également qui se situe à moins de 5 millimètres. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Bah, c'est que vous verrez dans l'ancillaire, il y a un protecteur de partie molle, bah, faut pas hésiter à s'en servir. Ça vous évitera des problèmes, donc là aussi, c'est plutôt bien fait, donc comme souvent, hein, ça il y a pas de révolution, mais c'est justifié de s'en servir. Pour la biomécanique, bah, là, c'est intéressant, pourquoi, dans les radiographies que je vous ai montrées initialement, aujourd'hui, tout le monde met des clous? C'est pas uniquement parce que c'est plus facile, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt biomécanique important. Alors, je vais pas vous faire, le cours sur les classifications de Lao, Weber, Lund-Jensen ou Alno et Duparc, c'est pas le sujet. Mais globalement, vous allez voir que quel que soit le type de fracture, vous allez toujours avoir un peu les mêmes complications. Donc ça, ce sont des essais cadavériques, évidemment. Donc on a simulé une fracture, de type C et on a regardé, en fait, on fait de la torsion, entre la cheville et la jambe et puis on regarde ce qui tient le mieux. Alors, la rigidité en torsion, la plaque était supérieure au clou. Ça peut paraître surprenant, mais vu qu'on verrouille toute la plaque en haut, c'était pas si étonnant que ça. Le diastasis, sur la syndesmose en rotation était meilleur avec la plaque et par contre la résistance à la rupture, bah, elle était meilleure avec le clou. Quand on regarde sur les types B et qu'on compare un petit peu, là, c'est un peu différent. La résistance à la rupture, c'est toujours la même chose, hein. Le clou est supérieur à la plaque avec une, différence statistiquement significative. C'est normal, c'est un implant intramédulaire. Il est logique que la résistance à la rupture soit meilleure que, celle de la plaque et la preuve en est, si tant est que ce soit nécessaire, quand vous mettez de la rotation dans votre cadavre, bah, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de quand vous avez une plaque, bah, c'est le matériel qui se débricole en regard de la fracture. À l'inverse, quand vous avez un clou, il ne se passe rien au niveau de la fracture. Par contre, vous allez déchirer les ligaments qui sont en dessous. C'est-à-dire que le matériel tient, mais par contre, les ligaments vont déchirer. À l'inverse, quand vous avez une plaque, bah, le matériel, vous aurez un débricolage. Autre étude biomécanique, pareil, les types B, vous voyez exactement les mêmes conclusions. Le clou est toujours supérieur à la plaque. Là, pas de différence statistiquement significative entre les deux méthodes et les mêmes modes d'échec. Donc bon, quand vous avez des études comme ça, biomécaniques, dont les résultats sont plutôt similaires, on ne remet pas beaucoup de choses en question. Là aussi, vous voyez 2023, plus récent,
Là, c'est pareil. La rigidité en rotation, d'ailleurs, à l'inverse de ce qu'avait montré la première étude, était meilleure pour le clou. Et puis, on a testé les vis centromédulaires, parce qu'il y en a qui ont fait ça aussi pendant longtemps. Moi, j'avais un chef à Nantes qui adorait mettre des grosses vis de diamètre 6 centromédulaires dans la fibula, sur des fractures chez des gens un peu compliqués. Et vous voyez, la plaque, la vis centromédulaire est un peu meilleure en headless, avec une résistance à la rupture quasiment équivalente à une plaque. Donc, pour synthétiser ça, qu'est-ce qu'on peut dire? La résistance mécanique en torsion était meilleure sur le clou. Les échecs, c'est plutôt les lésions ligamentaires. Donc, bon, voilà, mais c'est pas propre au clou fibulaire, c'est ça que je veux dire. On sait depuis longtemps l'intérêt des implants centromédulaires dans la synthèse des os longs. Il n'y a aucune raison que ce soit différent sur une fibula que sur un tibia. Alors, OK, on a vu quoi? On a vu que finalement, anatomiquement, c'est plutôt safe. On a vu que, ça peut se mettre dans, en gros, si on extrapole, 85 des cas. On a vu que biomécaniquement, ça avait du sens parce que, c'est plus rigide qu'une plaque. Donc maintenant, on va voir, OK, on a un moyen d'ostéosynthèse qui est mieux, mais on le met à qui? Est-ce que ça s'adapte à tout le monde? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier? Alors, quand on m'a posé la question, pourquoi mettre un clou? Parce que c'est ça le fond du problème. C'est évidemment pour faire mieux que, le moyen, le gold standard, qui est la plaque. Mais finalement, faire mieux, ça veut dire c'est assez vaste comme définition. Mieux, c'est avoir des meilleurs résultats cliniques et les meilleurs résultats cliniques, pour avoir ces meilleurs résultats cliniques, on va aller chercher 2 choses: moins de complications et une meilleure satisfaction de nos patients. Donc moins de complications, les complications des fractures de la malléole externe, c'est les complications cutanées, les complications infectieuses, les pseudarthroses et les douleurs surmatérielles. Et puis la satisfaction de notre patient, une fois qu'on a résolu les problèmes de complications, c'est la remise en charge rapide, la reprise du travail et puis le retour au sport. Qui n'a pas déjà eu ce type d'aspect cutané quand il reçoit un patient qui a eu une fracture de la malléole externe ou une fracture bimalléolaire? Le risque cutané, il est connu, il est bien évalué. Ce risque, il est, inhérent à il y a des facteurs de risque connus, hein, le tabac, le diabète, les hématomes, l'âge évidemment, les fractures ouvertes, les troubles vasculaires et puis le surpoids avec des BMI supérieurs à 30. Ça, c'est un cas personnel que j'ai eu, je ne sais plus, il y a quelques mois. Vous voyez, femme de 52 ans que je reçois, qui m'est transférée des urgences, pour une prise en charge. Donc, ça se passe bien, il se passe pas grand-chose et puis quand à 3 semaines, l'infirmière me rappelle, je me dis: c'est moyen». Alors on n'est pas dans de la chirurgie froide, hein, on va pas pouvoir dire au patient: «Faut arrêter de fumer, parce que, il a une fracture, il faut bien la réparer». Donc, on lui a mis, son pansement, on lui a mis, de l'alcool stérile, le Pico, enfin tout ce que vous voulez et puis, les choses évoluent et puis vous voyez, on joue la montre évidemment, sauf que la patiente, même si elle marche à 3 mois, on voit, on voit au bout une espèce de petite plaque verte et là évidemment, on est un peu chocolat, on peut pas trop la laisser comme ça. Donc ce type de dossier, je pense qu'on en a tous eu. En tout cas, moi, j'en ai eu. Et évidemment qu'on se dit et d'aller ouvrir chez une personne fumeuse, c'est peut-être pas la meilleure des idées. En tout cas, on se le permettrait pas probablement en chirurgie froide en disant: «Bah non, vous arrêtez de fumer ou je vous opère pas». Ces risques qui sont bien connus, vous voyez 200 fractures, une étude de 2024, vous avez vu, je vous rapporte beaucoup, beaucoup de littérature très récente, pour vous prouver que c'est pas un sujet historique en fait, hein, ce dont on discute ce soir. Quasiment 20 de complications, dans les fractures de cheville, ce qui est énorme. Alors, je vous ai passé la revue de littérature, mais je vous ai donné à peu près les taux moyens, des pourcentages de facteurs de risque chez les patients qui ont des complications cutanées. Vous voyez? Qui ont, des fractures de cheville. Donc vous prenez tous les patients qui sont opérés, puis vous regardez leurs facteurs de risque. Chez tous les patients opérés, à peu près 20 de tabac, 13 de diabète,
Les hématomes, je n'ai pas réussi à vous trouver un chiffre fiable. 35% des gens avaient plus de 60 ans, c'est ce qu'on a vu au début. Fracture ouverte, 3%. Troubles vasculaires, 16%. Et le surpoids, 45%. Donc, si vous mettez tout bout à bout, vous avez entre 1 et 2 tiers de vos patients que vous allez devoir opérer d'une fracture de cheville qui ont des facteurs de risque pour des évolutions cutanées difficiles. Donc, si vous voulez schématiser, en gros, vous en avez 1 sur 2 qui a des facteurs de risque que ça ne se passe pas bien sur le plan cutané. Donc, ces patients-là, ils seront probablement un peu plus éligibles à une technique moins invasive. Donc, la première cible, ça va être eux. Et vous voyez, ça fait du monde. La deuxième cible, chez qui ça va se discuter, eh bien, c'est les pseudarthroses. Et là aussi, ça m'a semblé une évidence, ce clou, moi, personnellement, j'attendais depuis un petit moment. Ce sont les pseudarthroses avec cette première série, vous voyez, en 2014 déjà publiée. Taux de pseudarthrose dans les malléoles externes, 0,3 à 5 Donc, bon, ça va c'est du x10, hein, mais dans les séries, je pense que si on dit 2 à 3 ce ne sera pas très loin des cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une pseudarthrose? Regardez ce cas, 1998, fracture de jambe. Comme toujours, on met le clou, hein, on ne va pas mettre une plaque, hein, sur cette fracture de jambe. On met un clou dans le tibia. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une évolution avec une pseudarthrose de la fibula. Alors, il y a plein de solutions. On aurait pu dynamiser le clou de jambe, on aurait pu faire plein de choses. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en 98? Ils sont allés mettre un clou dans la fibula, vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? La fibula, elle a consolidé, puis ils ont retiré le clou secondairement. Donc, la pseudarthrose de la fibula me paraît une excellente indication de l'enclouage centromédulaire, plutôt que d'aller prendre des crêtes iliaques, d'aller mettre des plaques, d'aller délabrer et puis d'aller dévasculariser un os cortical. Et ça me semble quand même beaucoup plus astucieux. En tout cas, on ne le ferait pas, encore une fois, en première intention, dans un tibia ou dans un fémur. Évidemment qu'on irait faire un enclouage centromédulaire. Donc vous voyez, ça c'est un cas que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Vous êtes à 1 an d'une fracture chez un patient de 35 ans qui n'a pas consolidé, qui fixe, qui a mal. Eh bien, voilà, on lui a mis son clou et puis ça a été résolu en même pas 1 mois et demi. Et bien sûr, il marchait dessus, donc je ne l'ai pas empêché de remarcher après l'enclouage centromédulaire. Et ce patient, je l'ai revu à 1 mois et demi de sa prise en charge, et alors qu'il avait mal depuis 1 an, il n'avait plus de douleur. Donc c'est quand même assez intéressant et surtout chez un patient fumeur. Alors, autre sujet, vous allez me dire, bon, ça c'est quoi? Les fractures de fatigue. Les fractures de fatigue, ça existe, hein, c'est pas rare au niveau du pied et de la cheville. Bien évidemment, la fibula fait pas partie du tout des lieux les plus fréquents, mais ça existe. Vous voyez, il y a un faible risque de non-consolidation, mais chez les sportifs de haut niveau, on a eu un cas chez un sportif de haut niveau il n'y a pas très longtemps. Eh bien, on est content d'avoir ce type d'implant. Moi, personnellement, j'utilise toujours le enclouage centromédulaire dans les fractures de fatigue de la fibula, et j'avais été sollicité pour un deuxième avis chez ce sportif. Et vous voyez, il a eu une belle plaque, ce sportif. Il a eu une belle plaque. Le problème, c'est qu'au bout de 5 mois, il revenait toujours pas. Alors, il serrait les dents, il jouait, mais il essayait de jouer, il s'entraînait, et puis quand vous regardez de près, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fracture de contrainte sur le matériel. Donc ce patient, il est certain que si on lui avait mis un clou, il n'aurait pas évolué comme ça. Donc je pense que cet implant, dans cette indication, est une bonne idée. Les fractures non déplacées, vous allez me dire: «Mais il est taré ou quoi?» Non, les fractures non déplacées, vous allez devoir faire un choix cornélien. En fait, vous avez soit la possibilité de ne pas opérer, et évidemment que c'est le gold standard, hein. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut opérer tous les gens qui ont une fracture de cheville pas déplacée, mais vous avez un gold standard qui est malgré tout un peu critiquable, hein. Vous avez, dans les côtés positifs, vous n'aurez jamais d'infection et jamais de matériel à enlever. Dans les côtés négatifs, le traitement conservateur, il peut quand même malgré tout aboutir à des pseudarthroses, à des déplacements secondaires, on en a tous vu. C'est pour ça qu'on fait un traitement orthopédique en les revoyant systématiquement à J7, J15 et 1 mois avec des radiographies de contrôle. Et surtout, il va occasionner une décharge de 1 mois.
Or, quand vous avez quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, qui est actif et que vous lui dites: «Bah, là, il faut que ta vie s'arrête et que tu ne peux pas aller bosser pendant un mois», il est en droit de demander s'il y a un plan B. Alors le plan B, il y a, oui, on connaît, hein, le traitement chirurgical, avec ses inconvénients, qui sont finalement les avantages du traitement conservateur. Les inconvénients du traitement chirurgical, c'est le risque infectieux et puis souvent, quand vous mettez une plaque, la nécessité de l'ablation à distance, parce qu'elle est gênante, elle est sous la peau à cet endroit-là. Mais le gros avantage, c'est que ce patient qui a une fracture non déplacée, si vous lui mettez du matériel, vous allez pouvoir le laisser marcher tout de suite, en vous disant que évidemment ça ne se déplacera pas et puis vous allez limiter les risques de pseudarthrose et de déplacement secondaire, évidemment. Alors, après finalement, vous allez prendre les taux de risque de chacune de ces solutions et puis vous allez faire votre choix. Est-ce que vous allez plutôt opter pour le risque de pseudarthrose et de déplacement secondaire mais éviter l'infection ou l'ablation de matériel, ou l'inverse, en considérant bien qu'il y en a quand même une qui va vous permettre de remarcher tout de suite, quand l'autre vous demandera d'attendre pendant un mois. Donc à titre personnel, chez les patients actifs, chez les patients qui sont aussi dans un état grabataire ou des choses comme ça, eh ben, je pense qu'il y a une vraie place à la discussion. Je ne suis pas là pour prendre la décision à la place du patient, mais je pense qu'il y a une vraie place à la discussion sur ces fractures non déplacées. À titre personnel, si demain j'ai une fracture non déplacée de la malléole externe, tous les jours, je me fais opérer pour pouvoir retourner travailler le plus vite possible. Donc, mais ça n'engage que moi et je peux concevoir que, bah, on puisse ne pas prendre la même décision. Si ça arrive à mes parents qui sont retraités et qui ont, du temps, bah, évidemment que je n'opérerai pas mes parents qui n'ont aucun intérêt à se faire opérer alors que la fracture n'est pas déplacée. Alors et tous les autres finalement? Parce que vous avez vu, ça fait déjà un bon nombre. J'ai cité quand même, tous les gens qui avaient un facteur de risque de problèmes cutanés secondaires et ça représentait, on a dit en gros 50 des patients. J'ai cité les pseudarthroses, j'ai cité les fractures de fatigue, j'ai cité les fractures non déplacées pour lesquelles il y a possibilité de discuter et finalement tous les autres, c'est qui? Bah, ce sont les jeunes essentiellement. Il y a 2 pics, hein, dans la prévalence de ces fractures, les femmes âgées au-delà, enfin les femmes au-delà de 60 ans, et puis les jeunes au cours de traumatismes directs et indirects dans leur pratique sportive notamment. Alors pour tous ces autres, eh bien vous voyez, ça n'a rien de récent. Il y a des gens qui font ça depuis longtemps. Là, c'était une revue systématique de 4 études randomisées prospectives, 359 malades. Ça disait quoi? Que le clou donnait des meilleurs résultats cliniques à 3 mois, évidemment, on va plus vite avec un clou. Vu qu'on a moins d'angoisse sur l'évolution cutanée, eh bien, on va les mobiliser plus vite et on sait tous qu'en traumatologie, plus on mobilise vite nos patients, plus on les remet en charge et moins on aura de problèmes. Moins de complications cutanées, par contre, tout le reste est équivalent. La durée opératoire, ce qui peut paraître surprenant, on pourrait se dire qu'on va aller plus vite en mettant un clou, et la réponse est non. Et là aussi, la qualité de la réduction. On pourrait se dire qu'on va moins bien réduire quand on met un clou que quand on met une plaque, et c'est pas ce qui ressortait de ces études de niveau 1. Vous voyez, donc cette revue systématique, c'était du niveau 2 et la conclusion était simple. Eh bien, les auteurs, estimaient que ce clou centromédulaire était une option, non négligeable chez les jeunes comme chez les vieux. En 2022, chez les jeunes, on avait fait une étude de niveau 1, 62 clous versus, 63 clous versus 62 plaques et là, il y avait 9 complications cutanées sur les plaques, 2 sur les clous, mais ça sortait pas statistiquement. Alors, moi, j'ai retourné un peu le sujet et finalement, la question que je peux vous poser, si vous voulez répondre, c'est: à qui ne pas mettre le clou? C'est pourquoi ne pas mettre un clou à tout le monde? Alors, je suis un peu extrémiste, évidemment. Je pense que ce patient, plutôt jeune, tout du moins comparativement à sa femme, eh bien, avec une fracture, un peu complexe, eh bien, ce patient, il va avoir besoin d'une réduction optimale si on veut qu'il n'y ait pas de répercussions sur sa cheville et ce patient-là, à mon avis, eh bien, si ça m'arrivait, je préférerais qu'on me mette une plaque.
Pour finir sur le pourquoi, pour qui, vous allez voir que, une question d'actualité, l'enclouage centromédulaire. On a des databases qui sont importantes, hein. Ça, c'est, les demandes d'indemnisation des assurances entre 2015 et 2021 aux US. Donc vous voyez, ça représentait 157 millions de patients et il y avait eu à peu près 40 000 chevilles, grosso modo 37 000 plaques pour 2 200 clous. Alors, quand on regarde les chiffres bruts comme ça, OK, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'on met à peu près 10 de clous aux États-Unis. Plus intéressant, c'est de regarder la petite courbe que vous avez en bas. En fait, ce qu'elle montre, c'est qu'aux États-Unis, en 2015, vous aviez 4 des indications des fractures de cheville qui étaient des clous. En 2021, vous en avez 8. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en ne serait-ce que 6 ans, il y a eu 2 fois plus de clous posés qu'avant. Donc, ça pousse très fort et c'est pas illogique, hein, moi j'aime bien dire qu'une bonne technique, elle s'impose d'elle-même. Donc, ça, c'est pas par des velléités commerciales, c'est que, bah, si les gens en font de plus en plus, c'est parce que probablement ils y trouvent leur compte. Quand on analyse d'un peu plus près et surtout qu'on exclut, les fractures du tibia, donc on fait uniquement les fractures de fibula, et bien là, qu'est-ce qu'on voit? On remarque que, enfin, quand on exclut les fractures, de hautes du tibia, pardon, eh bien, on voit qu'on mettait des plaques plutôt dans les fractures bimalléolaires et trimalléolaires. À l'inverse, le clou fibulaire s'imposait sur les fractures ouvertes, chez les femmes, chez ceux qui avaient des comorbidités et sur les fibulas isolées. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative, sauf dans les fractures ouvertes où finalement les gens mettaient des clous. Et puis, la dernière analyse dans le flowchart, c'était vous excluez les fractures ouvertes et vous comparez les 2 groupes. En termes de complications, assez étonnamment, eh bien, il n'y avait pas de différence entre les 2. Alors quand on regarde, il y a des tendances, mais il n'y avait pas de différence. À l'inverse, il y avait une différence sur le coût. Évidemment, quand vous mettez un clou, alors Greg pourra peut-être vous expliquer mieux que moi ce genre de choses, mais vous enlevez les coûts, aussi d'ablation du matériel, toutes ces choses-là, puisqu'on regardait en fait sur les 3 premiers mois, ce que ça coûtait. Donc finalement, vous voyez, si je vous la fais simple, les complications, on en avait moins avec le clou, mais c'était pas significatif. Les taux de réintervention, évidemment, il y a beaucoup moins de réintervention avec les clous et le coût moyen était moins important parce que là aussi, ça fait partie des fantasmes. «Oh là là, le clou, c'est cher parce que moi, ma petite tire-tube avec mes 6 vis, je fais ça depuis, 150 000 ans et c'est moins cher et ça marche mieux». Non, c'est faux. Autre registre, en 2022, les Allemands. Là aussi, c'est pareil, je vous la fais simple. Vous voyez fois 10 en termes d'indications en 14 ans. Donc ils ont été moins vite, ça pousse moins fort, mais malgré tout, la cinétique, elle est la même, c'est-à-dire qu'on en met de plus en plus. Et ce qui ressortait, c'était plutôt les femmes âgées chez qui on mettait des clous. Et enfin, une belle étude, qui est apparue cette année. Donc, vous voyez, encore une fois, je vous rapporte que de la littérature récente parce que ça intéresse de plus en plus de monde. Eh bien, cette belle étude, c'était 229 études, ils en avaient retenu 8, 229 études sur les fractures, hein. Et il y avait 3 de niveau 1, 4 de niveau 2, 2 de niveau 3. Bah ouais, c'est facile à faire, hein, des niveaux 1, du prospectif randomisé là-dessus. Et je vous la fais simple, les résultats fonctionnels étaient similaires, mais on diminuait les complications cutanées quand on met des clous. Alors moi, je vais vous poser la question, si demain je vous propose 2 techniques chirurgicales qui donnent les mêmes résultats, mais une qui a moins de complications, vous choisissez laquelle? Évidemment que vous allez choisir celle qui propose le moins de complications. Donc, j'ai du mal à penser que le clou ne s'imposera pas dans le temps sur, les fractures de la fibula. Je pense qu'il va falloir changer un peu nos habitudes parce que c'est pas notre culture, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça et que, bah, il y a pas pire qu'un chirurgien, pour, changer ses habitudes. Mais je pense que d'ici quelques années, pour ou peut-être quelques générations, et ben, la plaque, va vraiment considérablement diminuer. Alors, on va passer un peu plus à la technique pour ceux qui sont chirurgiens et qui regardent. Voici le clou, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Voici la petite vidéo, qui est proposée par le fournisseur de ce clou. Donc, vous avez 2 types de clous, du diamètre 3, du diamètre 3,6. C'est un clou qui est angulé et vous ne pouvez pas vous tromper de côté. C'est-à-dire que quand vous le mettez, il n'y a qu'une façon de le monter. Enfin, c'est un clou centromédulaire comme vous en avez mis des dizaines et des centaines dans les tibias et puis
dans les fémurs. Donc vous mettez votre broche, votre protecteur, vous allez me passer un introducteur qui va permettre de faire le pré-trou, puis une tarière initiale pour la métaphyse et l'épiphyse. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez mettre une tarière qui va aller. Alors, c'est une tarière avec un bout mousse, donc ça va vous éviter de faire des fausses routes. Et puis après, bah, c'est un ancillaire de clous comme on connaît tous, avec une visée proximale qui est guidée par l'ancillaire. Donc, on introduit le clou. L'introduction, c'est mignon sur la petite vidéo, mais dans la vraie vie, il faut taper un petit peu sur le clou. Ça ne monte pas comme ça, un clou de fibula. Et puis, vous allez mettre le verrouillage proximal, c'est un verrouillage antéro-postérieur. Globalement, vous allez mettre des vis entre 20 et 26 millimètres. Souvent, le clou, il est introduit plutôt postérieur dans la malléole, puisque la pointe de la malléole externe, elle est plutôt postérieure. Et donc, finalement, quand vous allez regarder vos radios de profil, vous allez avoir l'impression qu'il y a les trois quarts de la vis devant, et puis à peine un quart derrière. C'est normal, c'est pas comme dans la petite vidéo, c'est pas exactement pareil, puisque la malléole n'a pas exactement cette forme-là. Donc, voilà pour la petite vidéo. Vous pouvez, si vous avez une lésion de la syndesmose associée, y mettre des vis de verrouillage au niveau de la syndesmose. Selon moi, il ne faut pas mettre les deux. En tout cas, je trouve que celle-ci, comme elle est mise dans la vidéo, est beaucoup trop basse. J'aurais peur de fermer la pince bimalléolaire. La deuxième est, à mon avis, bien mieux placée dans l'incisure fibulaire. Et voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le clou. Alors, en pratique, ça reste un enclouage centromédulaire. Et dans l'enclouage centromédulaire, bah, je crois qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, on m'avait appris petit, les deux choses les plus importantes, c'est l'installation et le point d'entrée. Alors, l'installation, vous allez mettre un petit coussin sous la fesse. Moi, je mets des petits coussins triangulaires, exactement comme lorsque je fais de l'arthroscopie de cheville, pour pouvoir avoir accès facilement, avec un peu de rotation médiale sur le pied, à la malléole latérale. Et puis à partir de là, je travaille sous le mini amplificateur de brillance et puis je vais aller repérer la pointe de ma malléole. Donc vous voyez, je vous parle bien de la pointe, c'est pas la zone rouge là qui est la fossette malléolaire latérale où s'insèrent vos ligaments. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va mettre l'introducteur. Petite astuce, alors spéciale dédicace à un chef de camp qui était venu nous montrer ça, qui s'appelle le docteur Gadbled. Quand il était arrivé à Nantes où j'ai effacé mon internat, eh ben, il nous avait montré cette petite astuce qui est de becquer, je baisse un peu le son, qui est de becquer, vous voyez la pointe de votre malléole, c'est-à-dire vous avez fait votre pré-trou, et puis derrière ça, eh bien, vous allez pouvoir vous servir de votre malléole exactement comme un guide-clou pour aller vous monter dans le fût sans prendre le risque. Et en fait, quand vous le faites, une fois que vous êtes dans la bonne direction, vous mettez votre broche sur le moteur et vous montez la broche en va-et-vient. C'est-à-dire que votre broche, elle va tourner sur elle-même de 180 degrés, mais elle ne va jamais faire un tour complet. Donc vous ne pouvez théoriquement pas faire de fausse route quand vous faites ça. Et quand vous êtes dans un os assez petit, c'est assez agréable. Moi, je fais ça aussi dans les 5e métatarsiens, par exemple. Et donc, vous voyez, cette fracture, elle était intéressante. Vous aviez une grosse fracture, une subluxation chez une personne, je ne sais plus quel âge elle avait, mais je la vois arriver après quelques jours et un rapatriement. Bah, je n'avais pas très envie de l'aborder. Eh bien, on a fait le clou et regardez la réduction sur clou. C'est-à-dire que vous avez la broche avec la malléole externe de travers, et puis quand vous mettez le clou, bah, en fait, bah, ça la réduit spontanément. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit topo? Selon moi, bah, la première chose, c'est soyez pas frileux, hein, le clou, on connaît. Les clous de 3e génération, comme, ils sont proposés par, Steps Ortho, eh bien, ça fait plus de 20 ans, de recul qu'on a dessus, donc c'est quand même pas négligeable. En termes d'anatomie, il faut rentrer par la pointe, on vient de le revoir, il faut mettre le protecteur de partie molle et vous avez environ 85 des patients qui sont éligibles. Si vous avez un doute, faites un scanner. En termes de biomécanique, le clou, sans surprise, est supérieur à la plaque. Donc finalement, ce clou, bah, il est validé scientifiquement parlant, hein. Il n'y a pas de débat sur l'implant et sa fonctionnalité.
En termes d'indications, vous avez vu, je vous ai parlé des risques cutanés, des pseudarthroses, des fractures de fatigue, des fractures non déplacées et tous les autres. Et je vous l'ai mis finalement, c'est à qui ne pas mettre de clous, la question. Alors, même sur des fractures un peu comminutives, j'en ai fait un tout à l'heure, la question qui se pose, c'est pourquoi pas, comme on le ferait sur un tibia, faire une incision de 2 centimètres, aller mettre un davier et puis monter son clou derrière, pourquoi pas, plutôt que d'aller faire une cicatrice de 8 ou 10 centimètres. Malgré tout, je pense qu'il faut rester un peu, un petit peu, modéré dans les propos. Je suis volontairement provocateur, évidemment, mais c'est pas le clou ou la plaque, selon moi. C'est vraiment le clou et la plaque. En tout cas, je pense que ce clou, il a une place, et une place, selon moi, importante dans l'arsenal, thérapeutique des fractures de la cheville et spécifiquement des fractures de la fibula. Voilà ce que je voulais vous dire et j'arrête mon partage d'écran. Alors, comment je fais? Hop, Comme ça, tout heu, simplement. alors attends. Mon écran est toujours partagé ou pas? Là, on te voit, toi. Non, il est plus partagé. OK. Parfait. Merci Ronnie pour la présentation. Vraiment très clair, très bien documenté, encore une fois. Alors, on n'a pas eu de questions par écrit, mais ce que je vous propose, c'est d'utiliser lever l'application, enfin, l'icône lever la main et on vous libérera la parole. Et ben, on a une première question de la part de Marc Elkaïm. Garant, je te laisse libérer la parole. Non, c'est Vous bon. m'entendez ou pas? Très Ouais, bien. Ouais, on t'entend. ok. Salut Marc. Ouais, salut. Non, moi j'avais une question. Alors moi je trouve que c'est très séduisant pour les fractures non déplacées, les pseudarthroses, tout ça. À chaque fois, alors c'est peut-être des mauvaises indications au départ, je sais pas. À chaque fois que j'ai vu des clous posés, alors je sais pas la marque ni rien du tout, il y avait toujours des défauts de réduction sur des fractures. Alors c'était peut-être l'indication, ou peut-être la personne ne savait pas la poser, je sais pas. Mais j'avais toujours des troubles de rotation ou des latéralisations un petit peu de la malléole externe avec un défaut de réduction que tu n'as pas sur les plaques. Alors, pour le côté infectieux, je suis tout à fait d'accord. Moins on ouvre, mieux on se porte, et c'est pas moi que tu vas dire ça. Mais c'est vrai que c'était juste ce truc-là qui me gênait. Alors, c'était peut-être dû au design du clou, je peux pas savoir. Et donc, la question, c'est, toi, alors, j'ai vu que sur tes fractures communitives, tu préférais mettre la plaque. Ok, je comprends très bien. Mais même sur, c'était, tu sais, des sphéroïdes de la malle externe, il y avait des troubles de rotation avec une petite angulation et le clou béquet au niveau où ça s'était fracturé. Est-ce qu'il n'y a pas des niveaux même de fracture où t'es pas bien et tu te dis, bon là, peut-être pas le coup. Je pense que tu as complètement raison dans l'analyse. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est le genre de truc où c'est le principe de la learning curve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je pense que les bonnes indications, pseudarthrose, fracture de fatigue, fracture non déplacée, pour commencer à utiliser ce clou, elles sont parfaites. La personne âgée, enfin des trucs qui te crèvent les yeux. Après, se lancer chez un jeune sur une fracture où tu sais que tu veux une réduction parfaite, et à mon avis un peu plus osé. Je pense qu'on va s'habituer à l'utilisation de ce matériel. On en a tous vu, notamment en pédiatrie, tu sais, où tu veux pas les ouvrir, tu mets une broche et puis tu te retrouves avec un cal rotatoire dans la malléole externe qui vient frotter sur la berge latérale du talus et c'est l'enfer parce que tu es obligé de tout recasser. Donc je suis bien d'accord avec toi. C'est ce que je disais, j'ai été un peu provocateur, mais le jeune avec une fracture un peu comminutive, je pense qu'il vaut mieux être certain de la réduction plutôt que, vouloir à tout Mm. prix lui mettre un clou. Ok, très bien, très clair. Merci. Question de Monsieur Issaoui. Hop, votre micro va s'ouvrir. Non. Ouais, ça y est, c'est ouvert. Monsieur Issaoui, à vous la parole. Ah, on vous entend très mal. J'ai pas de micro, je pense. Si, c'est J'ai bon. écrit la question, si vous pouvez. Alors, effectivement, vous avez écrit la question. Donc, vous avez eu une luxation des fibulaires
à la suite d'une ablation d'un clou fibulaire, justement. Avez-vous eu cette complication? Non, jamais. Alors attends, je suis en train de réfléchir. Comment tu peux avoir une luxation? Comment tu peux avoir une luxation des tendons fibulaires? Parce que ton rétinaculum des fibulaires, tu vas le voir ni de près ni de loin. Heu, je ne sais pas comment c'est possible anatomiquement parlant. Je ne sais pas si tu as une idée, mais je vois pas comment on peut avoir, ce type de complication alors qu'on va pas du tout, on va pas du tout dans ce coin-là. Ouais. Alors, Est-ce que complément c'est de pas le réponse. cas, Allez-y. ce n'est pas le cal osseux, un cal osseux exubérant qui pourrait luxer les fibulaires? Non, je pense pas. Enfin, j'ai jamais eu ça, ni sur plaque, ni sur, clou. Je vois pas comment, le cal osseux exubérant pourrait luxer les tendons fibulaires, je vois pas trop là. J'arrive pas à comprendre pourquoi la luxation. Je l'ai pas eu en post-opératoire. J'ai retiré le clou un an après, toujours en percutané, donc je n'ai pas ouvert. Et en post-opératoire, j'ai eu des luxations des fibulaires, j'arrive pas à comprendre. Alors là, si ça m'arrive, plusieurs trucs. Je le passe à l'échographie pour voir un peu son rétinaculum. Je le passe au scanner pour voir un peu ce qui se passe sur le plan osseux. Parce que c'est quelqu'un qui avait une gouttière rétromalléolaire qui était plate, pour pas dire convexe, pour essayer de comprendre. Mais là, anatomiquement parlant, j'ai jamais eu le cas et 2, je vois pas trop le rapport entre, une fracture ou alors, quelque chose de méconnu durant le traumatisme, qui était passé inaperçu pendant son traumatisme, mais je vois pas trop, je vois pas trop. D'accord, merci beaucoup. Bah, de rien. Autre question écrite. Est-ce que les vis de verrouillage gênent lors de la fermeture cutanée? Non, non, alors j'ai pas eu, c'est vraiment des alors elles sont sous la peau évidemment, mais elles sont un petit peu enfouies, finalement, c'est toujours assez difficile, hein, de palper la face antérieure de la malléole externe. On sait jamais trop où elle est parce que c'est un endroit en fait qui est un petit peu, qui est un petit peu reculé vu que la malléole externe elle est en arrière du tibia, bah, en fait, on a un petit peu de place donc non, c'est pas gênant. Ce d'autant plus que, bah, souvent c'est un peu gonflé. Ce sont des gens qui ont des fractures donc bah, mine de rien, il y a un peu d'œdème, il y a un peu d'hématome donc non, j'ai pas eu le cas encore. Après, j'en ai pas fait 157, hein, des clous, centrofibulaires, de fibulage, j'ai dû en faire une dizaine, dont, je sais pas, Greg vous dirait, mais 5 ou 6 récemment, mais voilà. C'est ça. Autre question du docteur Tranmin. Garant, si tu veux ouvrir le micro. Ah, attends. C'est un Docteur peu Kranmin, long. si vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît, je ne peux pas le faire à distance. Alors, on a une autre question en attendant que le micro s'ouvre. Comment choisir le diamètre du clou? Alors moi, pour le moment, j'ai fait simple, j'ai toujours mis le plus petit. Parce que je faisais déjà ça dans les tibias, je mettais toujours un 10, 320, enfin voilà, en me disant que ce que je veux, c'est pas l'effet press-fit de mon clou, ce d'autant plus que je me suis pas lancé sur des fractures complexes. Ce que je veux, c'est un alignement et c'est tout. Donc, je suis toujours parti sur le plus petit clou, c'est-à-dire le diamètre 3, intramédulaire, donc, j'ai pas eu de soucis. Après, je sais pas, si dans les retours d'expérience terrain, les gens mettent du plus gros, comment ils choisissent? Mais moi, à titre personnel, j'ai toujours mis le plus petit. Ok. Alors, monsieur Tranmin, si vous pouvez la passer peut-être en question écrite, ça sera peut-être plus simple.
Non. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour la longueur, vous mettez quelle longueur? Bah, là, pour le coup, ça va dépendre un petit peu de la localisation. Souvent, je mets le plus petit et puis, là, cet après-midi, par exemple, celui que j'ai opéré, il avait une pseudarthrose un peu haute et donc, j'ai mis un 140. Donc, ça va dépendre de la localisation, en fait, de la zone fracturaire, mais, heu, ouais, ça va dépendre de la lésion. Pourriez-vous réexpliquer l'astuce de la broche? Ah, l'astuce de la broche. L'astuce de la broche, en fait, on courbe la broche et je À sais pas si 45 degrés à peu près. on voit? Donc on courbe la broche et en fait, quand on va monter, on la monte au moteur, pas à la pointe carrée, pas à la poignée américaine, on la monte au moteur en va-et-vient. C'est-à-dire que la broche, quand, vous mettez votre broche, elle fait ça. Voilà et donc en fait, la broche, en faisant ça, elle ne fait jamais 360, donc elle ne peut pas sortir de la corticale. C'est-à-dire que vous reproduisez le geste que vous feriez à la poignée américaine, sauf que vous le mettez sur le moteur. C'est-à-dire que la broche, quand vous faites le moteur en va-et-vient, eh bien, elle va chercher son trajet toute seule. C'est-à-dire que quand vous la faites grimper, elle va le fait qu'elle soit coudée va lui permettre de monter. C'est pas du tout encore une fois, c'est pas de mon fait, hein. On m'a appris ça, quand j'étais interne et je crois que c'est l'école caennaise, qui faisait ça. Une autre question, y a-t-il un ancillaire d'ablation? Alors ça, je peux répondre oui, il y a un ancillaire d'ablation avec une tige qui vient se visser dans la partie distale du clou et une masse à inertie pour le sortir. Est-ce que c'est difficile? Je sais, moi, j'ai jamais fait d'ablation dessus. Ronnie, tu n'as jamais fait d'ablation aussi, Si, pour si, l'instant? si. Alors, Si? pas sur celui-ci, mais j'ai déjà fait une ablation de clou. J'avais opéré une triathlète professionnelle qui avait fait, 3 récidives de fracture de fatigue sur une fibula et je lui avais mis un clou et c'était il y a quelques années, je lui avais mis un clou et puis elle était revenue me voir après. Elle avait une douleur, à côté du clou. Je lui avais fait un scanner, je lui avais fait une scintigraphie et la pauvre jeune fille, elle avait un ostéome ostéoïde sur une corticale de la fibula, alors qu'elle avait un clou et donc je l'avais envoyée faire de la radiofréquence et finalement le radiologue m'avait dit: «Mais on ne peut pas faire de radiofréquence alors que, elle a un clou en dessous». Donc j'ai enlevé un clou et je l'ai, dans mon bureau, il est tout mignon. C'est donc quand je montre aux gens, je leur montre ce petit clou. Donc, j'ai déjà enlevé, j'ai pas souvenir, alors c'était il y a quelques années, mais j'ai pas du tout souvenir d'un truc compliqué où je m'étais dit: «Oh là là, quel enfer», quoi. Et est-ce qu'il faut le retirer souvent? Bon, moi, c'est comme tout le matériel, hein, je suis jamais, dogmatique. C'est-à-dire pour moi, le patient jeune à risque de nouveaux traumatismes, ben, je vais avoir tendance à lui enlever, comme je me comporterais pour un clou de jambe ou un clou de fémur, même si j'en fais plus. Voilà et à l'inverse, le vieux, bah, il y a plus de risques à aller le rendormir pour lui enlever du matériel s'il est pas gêné et puis, le vous et moi au milieu, bah, c'est du cas par cas. Celui qui est gêné, je vais lui enlever, celui qui est pas gêné, je vais pas y toucher donc voilà. Alors, docteur Tranmina nous a écrit la question. Bonjour, j'ai du mal à comprendre comment il est possible techniquement de réaliser une réduction de la fracture en spire simple de la malléole externe sans aborder à l'aide d'un clou seulement et sans Bah avoir de trouble de la rotation, par exemple. Alors, bah, en fait, déjà, premièrement, plus la spire est longue et plus il y a l'alignement va permettre de la réduction automatique, ça, c'est la première chose. Le trouble rotatoire, il est plus à risque sur une fracture transverse que sur une fracture de spire. La deuxième chose, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que rien n'empêche, comme on ferait dans une fracture de jambe, j'ai envie de lui poser la question, mais on ne peut pas parler, comment il fait sur une fracture de tibia? Je ne sais pas s'il peut ouvrir son micro, mais On avait un problème avec le micro tout à l'heure. Peut-être en réponse écrite, je veux bien lui demander comment il fait pour ses tibias. Parce que peut pour mettre moi, un en fait, avis il y a pas de différence, c'est-à-dire que, quand il a une fracture de spire sur le une fracture spiroïde sur le tibia, je ne crois pas qu'il mette des plaques ou alors, bah, il
il est un peu tout seul en France parce que je crois que même à Grenoble et à Garches, ils ont arrêté. Donc, Oui répond en disant on peut mettre un davier à pointe, davier à pointe en percutanée pour réduire sans ouvrir. bah, mais ouais, alors on peut, mais c'est quand même pas fréquent. On réduit souvent par manœuvre externe, ce qu'on peut pas faire sur une fibula, mais c'est ce que je disais. Moi, ça me choque pas de dire, on va ouvrir, sur 1 centimètre, mettre un davier et puis monter un clou. Ça me choque absolument pas, mais c'est pas dans nos pratiques aujourd'hui, c'est une certitude. Mais je suis pas sûr que ça ne devienne pas une pratique, demain. C'est-à-dire qu'en gros, on choisira c'est ce que je montrais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une solution qui donne les mêmes résultats et c'est pas de moi, hein, parce que c'est pas moi qui ai fait les études, donc je suis complètement objectif par rapport à ça. Heu, quand vous avez une solution qui donne les mêmes résultats et j'étais assez surpris en faisant la littérature de 2 choses, c'est pour ça que je voulais signaler dans le webinaire. C'est un, j'étais surpris qu'on mette autant de temps à mettre un clou qu'à mettre une plaque. Mais c'est vrai, il y a des fois où on prend notre temps parce qu'on n'a pas envie de faire, mettre un clou, il faut le bon point d'entrée, il faut pas de fausse route, il faut que tout se passe bien. La plaque, on fait ça en fermant les yeux. Donc je suis assez d'accord finalement et j'étais assez surpris qu'il n'y ait pas de défaut réductionnel sur des études prospectives randomisées. Donc c'est pas des et pas des petits échantillons. J'étais assez surpris aussi. Donc, je partage, la surprise, mais je ne sais pas, il n'était pas précisé si les mecs, ouvraient, mettaient un doigt, fermaient la fracture pour monter le clou. Ça, je ne suis pas capable de savoir. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on... Je pense qu'on est bon, on a fait le tour du sujet. Moi, je crois, en fait, pour conclure, que ce que je comprends pas, c'est pourquoi considérer cette malléole externe comme un os, différent des autres? C'est-à-dire que, dans l'absolu, bah, on la considère différemment des autres parce qu'on n'a jamais appris à mettre un clou dans une fibula. Mais c'est pas parce qu'on n'a jamais appris à mettre un clou dans une fibula que c'est une hérésie et que c'est pas bien de le faire. Je pense qu'il faut se poser la question, dans des situations, qui sont intéressantes et puis après, on verra sur des situations un peu plus complexes, comme disait le docteur, s'il y a une fracture comminutive, machin, évidemment que je ne vais pas me lancer chez un sujet jeune dans ce genre de choses. Mais le mode de raisonnement qu'on a dans un tibia, pourquoi avoir un mode de raisonnement différent dans une fibula, quoi? Voilà. Très bien. J'apporte juste une précision sur l'ablation du clou. On a possibilité aussi lors de la pose de mettre un bouchon pour avoir la facilité de retrouver le filet et pas être en difficulté pour retrouver le filet et mettre la tige filetée pour l'ablation. Voilà. Merci Reni pour cette présentation, encore une fois. De Merci à rien. tous les participants de vous être connectés. Voilà, si vous souhaitez d'autres renseignements, je vous propose de vous rapprocher du commercial de votre secteur qui pourra vous répondre aussi à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Le webinaire a été enregistré. Ah, il y a une nouvelle question. On en profite. La différence de prise en charge entre os long et fibula est que la fracture de la fibula est potentiellement articulaire alors que le tibia ou le fémur est diaphysaire. Alors, les fractures articulaires de la fibula, on peut discuter, hein. C'est les fractures de type A, c'est même pas 5 des fractures de l'extrémité inférieure de la fibula. Donc, oui, c'est vrai, c'est potentiellement comme un plateau tibial et comme un pilon tibial. C'est quand même loin d'être le cas le plus fréquent, hein, par rapport au type B et par rapport au type C. C'était une question donc, de Monsieur Guyonnet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh ben, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Merci Reni. Merci à tous pour votre connexion et votre temps. Donc, ce que je disais, c'est que le webinaire a été enregistré et on pourra le diffuser sur les réseaux et sur YouTube dans quelques jours. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite tous une bonne soirée et à une prochaine pour peut-être un nouveau webinaire sur une autre thématique. Merci beaucoup. Bonne soirée.